D'accord. Donc, pour ceux que ça amuse, j'ai mis un petit sondage qui est sur ce lien, paulf.com /YannRDP 500. Et c'est pour savoir un petit peu si, selon l'audience, qui devrait être poursuivi en justice. Donc, si c'est plutôt des pays, des gouvernements, des entreprises, des individus, c'est-à-dire nous-mêmes, tous ceux cités avant, ou aucun de ces acteurs, et qu'on estime que l'outil juridique n'est pas un outil pour faire respecter les objectifs climatiques globaux. Donc ça, c'est juste un petit sondage peut-être dont on pourra discuter à la fin. Là, je vais repartir un petit peu de ce dont avait parlé Béatrice Pointe avant. Donc, je vais partir aussi de l'accord de Paris, donc des objectifs globaux qu'a l'accord de Paris qui sont considérés comme assez ambitieux pour le monde entier et qui sont donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre afin d'arriver à limiter le changement climatique à bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré, et d'avoir des émissions nulles à la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc, c'est un accord qui est contraignant, mais qui n'a pas de mécanisme de contrainte, et ce, en particulier sur les obligations que les États individuellement ont à fournir pour arriver à ces objectifs globaux. À la place, l'accord de Paris a utilisé ou utilise une approche qui est considérée comme un peu nouvelle, qui est de laisser les États individuellement proposer des contributions qui doivent être de la plus grande ambition possible afin de collectivement réussir à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, la recherche que moi j'ai entrepris et dont je vais vous parler aujourd'hui, c'était de calculer, selon des principes d'équité, quelle doit être la part de chaque pays en fonction de leur développement. Donc, ce que dit l'accord de Paris pour guider un peu ce calcul, c'est que la contribution déterminée au niveau national doit être d'une ambition la plus élevée possible, compte tenu des responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. Donc ça, c'est ce que nous dit l'accord de Paris, sans plus de précision sur comment comprendre responsabilité ou capacité respective. Les objectifs de l'accord de Paris, donc l'ensemble de l'accord de Paris, que ce soit la réduction de gaz à effet de serre, l'adaptation, les compensations éventuellement, doivent se faire sur la base de l'équité. Et moi, là où sur quoi je me focalise, c'est sur les contributions en termes de réduction de gaz à effet de serre. Donc là, c'est des cartes qui montrent en fait quelle était la population en 2014, d'où venaient aussi les émissions à l'état brut en fonction des pays, d'où venaient les émissions par personne, d'où viennent les émissions par personne cumulées au cours du passé, c'est-à-dire les émissions historiques depuis 1950 ou depuis 1990, et où est le PIB par personne dans les pays, toujours en 2014. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que la plupart des émissions par personne proviennent de l'Occident, avec aussi les anciens pays de l'Union soviétique pour les émissions historiques, mais que la plupart du PIB par habitant est vraiment dans les pays d'Occident à une écrasante majorité. Donc ça, ce sont les indicateurs qu'on a décidé de retenir pour en fait calculer la responsabilité de chaque État étant donné leur situation nationale. Donc, je pourrais faire circuler le matériel après. Donc là, je vais donner peut-être un court résumé de ce qui a été publié dans le GIEC jusqu'à maintenant sur ces questions-là. Et ça, c'est un peu ce qui sert aussi dans les actions en justice. Donc, j'imagine que ça peut servir pour l'audience de ce colloque. Ça fait un petit peu de temps à tourner. Voilà, donc ça, c'est le tableau qu'il y avait dans le 4e rapport du GIEC, donc qui date un petit peu. Et on trouvait dans un des tableaux des objectifs à horizon 2020 et 2050 pour les pays développés seulement, sur la base de l'équité. Et donc, par exemple, pour 2020, pour les pays développés, le GIEC suggérait de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 de 25 à 40% pour s'aligner avec un scénario qui, à l'époque, était à peu près de 2 degrés. Et donc, ça, pour les juristes, c'est ce qui a été utilisé dans l'action en justice que l'ONG Urgenda a menée contre
les Pays-Bas aient à gagner, ce qui était une décision assez historique. Et le juge de la Cour des Pays-Bas, donc une cour nationale, a décidé que le gouvernement des Pays-Bas devait au moins être dans ces recommandations du GIEC. Donc, il n'a pas voulu juger de ce qui était équitable dans cette plage de résultats de 25 à 40%, mais il a décidé que le gouvernement des Pays-Bas devait au moins faire le minimum possible selon ce qui était quantifié comme équitable. Donc, le recours à la science, le recours au GIEC et le recours à l'équité sont intéressants dans ce cadre-là. Si on continue et qu'on va voir voilà, ce qu'il y a dans le 5e rapport du GIEC, donc là, on a un petit effet paradoxal. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'il est plus élaboré déjà. Et ici, on voit les résultats juste pour l'OCDE, donc les pays riches. Et on voit qu'il n'y a plus une recommandation, mais qu'il y en a 5 en bleu. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il y a en jaune. Et il y en a 5 selon 5 critères d'équité. Donc, dans la diapo d'avant, ils étaient tous mis ensemble, ce qui, on peut dire, est moins précis, mais en même temps, qui est plus simple à utiliser pour un juge qui ne voudrait pas décider de ce qui est juste. Alors que là, en éclatant les résultats, on voit un étalement en fait des suggestions chiffrées de réduction. Donc là, pour l'OCDE, on voit que le GIEC suggère des réductions qui vont de 20 à plus de 100% entre 1990 et là, c'est 2030. Donc, c'est à la fois plus pratique pour des scientifiques et peut-être moins pour des juristes. Ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que du coup, les concepts d'équité qui ont été modélisés ici, qui proviennent donc de plusieurs études, s'appuient sur des notions de capacité à payer, d'égalité, de responsabilité historique, de besoins et différentes combinaisons de ces approches. Donc là, si on continue, on voit qu'il y a eu des recommandations, pas seulement pour le CDE, mais pour 5 grandes régions du monde, Asie, Afrique. On voit que, par exemple, le MAF, l'Afrique et le Moyen-Orient peuvent augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre étant donné leur développement actuel. Et donc, on voit des objectifs différenciés en fonction des pays. Donc là, je vais présenter un article qu'on a publié dans Nature il y a 3 ans maintenant, qui part un petit peu de là où le GIEC l'essaie et essaye de faire des contributions par rapport à ça. Donc, on est parti en fait des scénarios que Béatrice Cointe montrait avant. Donc là, on les voit en haut à droite. Ce sont les scénarios du 5e rapport du GIEC qui, comme Béatrice l'expliquait, montre en fait l'ensemble des futurs possibles en fonction de l'ambition climatique et des choix socio-économiques qu'on peut faire. Mais donc, ce sont tous des scénarios globaux pour l'ensemble du monde. Et donc, la question qu'on essaye de répondre ici, c'est combien chaque pays doit faire pour qu'on arrive à ces trajectoires globales pour 1,5 degré ou 2 degrés. L'approche des IAM, donc des modèles socio-économiques dont parlait Béatrice Cointe avant, c'est purement une répartition des efforts selon les coûts de réduction au travers du monde. Donc, ça suppose 2 choses. Ça suppose que le monde collabore pour faire ces réductions et ça suppose que l'argent est disponible pour faire les investissements nécessaires là où ils sont nécessaires. Et donc, en filigrane, ce qu'on voit, c'est que la plupart des transformations doivent être faites dans les pays en voie de développement, vu que c'est là qu'elles sont le moins chères, mais ça suppose aussi que le capital est disponible, alors que ce soit des dons, des prêts ou un accès aux investissements. Mais c'est tout ça qui est derrière tous ces modèles socio-économiques dont a parlé Béatrice Cointe et qui sont présentés ici dans le coin. La question que nous, on a abordée dans cette publication, c'est la question de l'équité. Ce n'est pas ce qui se passe domestiquement dans chaque pays, c'est de combien chaque pays est responsable de réduction, en termes de réduction de gaz à effet de serre, que ce soit dans les limites de ses frontières. Donc, par exemple, la France pourrait faire une certaine partie à l'intérieur de ses frontières et aider d'autres pays à compenser leurs émissions, soit via des mécanismes de marché, d'acheter éventuellement des permis, des équivalences de réduction dans d'autres pays, soit sous forme de dons, d'accords bilatéraux, ça peut être plusieurs choses. Mais ça, c'est pour le cadre de ce qu'on fait. Donc, la question ici, ce qu'on a fait, c'est comment diviser ces trajectoires globales en droit d'émettre ou en devoir de réduction pour chaque pays. Et ici, au passage, on voit que donc en bleu, ce sont les trajectoires de degrés, en orange, ce sont les trajectoires 1,5, et le petit point noir qu'on voit en haut à 2030, c'est là où l'ensemble des engagements actuels nous mènent. Donc, ils doivent être vus normalement cette année. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de pays du G20, 5 pays du G20 qui ne vont pas les remettre, qui ne vont pas augmenter leur ambition.
Donc, pour l'instant, c'est mal parti et les pays qui sont engagés à améliorer l'ambition sont peu nombreux et ne sont pas des émetteurs principaux. Donc, si on va voir les résultats un petit peu qu'on a eus, je ne sais pas si la slide va changer. Elles sont toutes visibles sur le site voilà, Paris Equity Check que j'ai partagé aussi dans le chat. Là, par exemple, si on clique sur la France, on peut voir que sous un objectif de 2 degrés, avec le bouton en haut, on voit 5 trajectoires de réduction de gaz à effet de serre qui seraient équivalentes, qui sont calculées selon les 5 principes d'équité. Et là, on peut voir que l'engagement de la France, le point noir, est en fait valable seulement selon un principe qui est assez peu équitable, qui dit que tous les pays doivent réduire au même rythme, et une approche d'égalité par personne, mais pas si on prend en compte les principes du GIEC, de l'ONU, pardon, la capacité de réduire, donc étant donné la richesse de la France, ou les émissions historiques. Mais donc, on a 5 recommandations, en fait, ou 5 suggestions en fonction de 5 critères d'équité. Et donc, ça, éventuellement, c'est un problème pour un juge, comme j'en avais parlé avant dans le cas d'Urgenda, ou éventuellement pour des gouvernements qui voudraient aligner leurs contributions avec la science et l'équité. Donc là, on peut voir que dans les contributions nationales que les pays ont soumises, il y en a qui se sont appuyés sur des études d'équité, alors éventuellement extérieures. L'objectif net zéro émission du Royaume-Uni s'est appuyé sur notre étude pour justifier de l'ambition de son objectif. Il y a d'autres pays, comme par exemple le Brésil ou l'Inde, qui ont fait référence à des concepts d'équité qu'eux-mêmes ont quantifiés. Alors, on peut dire que tout le monde n'est pas d'accord, mais au moins, ils ont eu le mérite de présenter une justification. Il y a d'autres pays qui n'ont rien justifié du tout. Et il y a la Norvège qui, par exemple, a été assez sournoise, je dirais, dans le sens où elle s'est effectivement référée à la science et au GIEC, mais directement au scénario que mentionnait Béatrice Cointe, qui ne sont pas censés déterminer combien un État doit réduire en tout, en fonction de sa responsabilité, mais seulement ce qui se passe sur son territoire. Donc évidemment, pour la Norvège, c'était assez peu contraignant, vu que les réductions sont assez chères à faire en Norvège, mais ça ne veut pas dire que la contribution de la Norvège doit se limiter à ça, surtout au vu des revenus qu'ils tirent de l'exportation du pétrole. Donc là, je ne vais pas aller dans l'analyse de comparer, mais on l'a faite et elle est disponible sur le site que j'ai partagé, de comparer la performance des États en fonction des différents critères d'équité à leur communication, c'est-à-dire quels principes d'équité ils ont supportés dans leur communication publique. Et encore une fois, je disais, il y a beaucoup d'États qui ne communiquent pas sur le principe d'équité derrière leurs engagements. Donc, pour remédier un petit peu à l'étalement des recommandations, c'est-à-dire lequel des 5 principes d'équité on pourrait suggérer à un gouvernement, parce que ce n'est pas notre rôle en tant que scientifique de décider de ce qui est équitable ou pas, on a fait une autre étude où on a essayé de combiner d'une manière qui reflète l'accord de Paris, c'est-à-dire où chaque pays peut mettre sur la table et suivre l'accord d'équité qui l'arrange, mais de combiner toutes ces approches en une métrique. Donc là, on voit par exemple une carte du monde de quel principe d'équité, selon notre quantification, favorise quel pays. Et on voit évidemment que tous les pays n'ont pas intérêt au même principe, sinon on pourrait supposer que tous les pays seraient déjà d'accord sur la façon d'aborder le problème. Et évidemment, l'équité n'est pas le seul obstacle à réduire des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on a fait ici, encore un petit problème de slides. Voilà, c'est de se dire si chaque pays, bon, je ne vais pas entrer dans le détail pour aller plus vite, mais si on explique, si chaque pays suit son principe d'équité qui l'arrange, évidemment, quand on vise 2 degrés, on va dépasser et on va arriver à 2,5 degrés. Et bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, dans ce cas-là, puisqu'on ne peut pas se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est équitable, vu que ça fait 20 ans qu'on négocie, on va quand même nous faire une simulation avec un objectif qui serait plus contraignant pour tous les pays, c'est-à-dire au lieu de viser 2 degrés, on va viser 1,3 par exemple. Et là, chaque pays pourra suivre le principe d'équité qui l'arrange. On dépassera évidemment les 1,3, on arrivera à 2, et donc de fait, on aura une métrique qui représentera la diversité des approches, mais qui sera quand même cohérente avec 2 degrés, et qui nous permettra de fait d'avoir juste une recommandation par État qui respecte le principe d'équité qui arrange chaque État et en même temps qui est globalement cohérente avec l'objectif de 2 degrés ou de 1,5, et on peut comme ça le faire pour tout un ensemble de réchauffement. Et grâce à ça, je vous passe les détails techniques, mais on peut avoir une correspondance entre les émissions qu'un État ont ou propose d'avoir en 2030 au travers de leurs engagements
et le changement climatique global. C'est-à-dire, là, par exemple, on peut dire que l'engagement de l'Union européenne est une part juste d'un monde à 3,2 degrés. Donc, très insuffisant pour 2,5, pour 1,5 ou 2 degrés. Donc là, on a une carte toujours sur le site Internet où on montre en fait vers combien de réchauffement climatique l'engagement de chaque pays nous amène au vu des critères d'équité. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on peut aussi, de manière inversée, faire des recommandations pour chaque pays de combien de réduction de gaz à effet de serre il devrait avoir sous un objectif de 2 degrés ou de 1,5 degré. Donc ça, là, on voit que l'Union européenne est en lien avec 3,2 degrés. Donc, ce type d'information peut servir à conseiller les gouvernements. Donc là, c'est les trajectoires et les correspondances, par exemple, pour l'Union européenne qu'on trouve sur le site. Ça peut servir à conseiller les gouvernements, mais aussi les actions en justice, par exemple, ou les négociations internationales entre les États sur combien de réductions de gaz à effet de serre chaque pays pourrait avoir. Donc, par exemple, ça a servi dans une action en justice contre l'Allemagne pour montrer que l'objectif qu'ils abandonnaient à 2020 était en fait un minimum de ce qui serait cohérent avec un objectif à 1,5. Donc ça, c'était la démonstration que voulait apporter l'ONG qui poursuivait le gouvernement allemand. Ça, c'est une utilisation. On a fait d'autres calculs. Alors, il y a à la fois eu ce genre d'études qui a été utilisé, mais aussi des calculs simplifiés à base de budget carbone pour conseiller l'action en justice contre l'Union européenne. Pareil, pour montrer que l'engagement de l'Union européenne était insuffisant pour arriver à 1,5 ou 2 degrés. Donc ça, on a fait une petite modélisation. J'ai donné la référence parce qu'il y a eu une description scientifique dans un article qu'on a publié avec les gens qui participaient à ce procès. Et juste pour toucher un mot peut-être pour les discussions après, les actions contre des entreprises ou des projets miniers sont plus complexes ou en tout cas ne traitent pas de l'équité de la même façon parce que au contraire des individus, elles n'ont pas un droit inhérent à accéder à l'espace et à émettre ou même à exister tout court. Et on peut imaginer que autant des entreprises d'énergie fossile devraient réduire leur production ou même disparaître en tant que secteur d'activité. D'autres produisant par exemple des panneaux solaires pourraient avoir le droit d'augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc là, pour indiquer quelle réduction ces entreprises pourraient avoir, on peut se référer directement effectivement aux scénarios dont Béatrice avait parlé, qui ont un détail sectoriel, et c'est ce qu'a choisi de faire Total dans leur propre rapport. Ils ont choisi eux-mêmes ces indicateurs et ils ont prouvé eux-mêmes que leur trajectoire n'était pas alignée avec un scénario durable, en tout cas 1,5 ou 2 degrés. Et ils ont eux-mêmes démontré que en fait, leur scénario était plutôt un peu au-dessus de 2 degrés. Mais ils se trouvaient ambitieux parce que c'était plus ambitieux que le reste du monde qui allait seulement vers 3 degrés. Mais tout ça pour dire qu'il y a des indicateurs auxquels on peut se référer. On peut aussi imaginer, là c'est un autre article qui n'est pas de nous, mais qui montre que l'ensemble de l'infrastructure existante en place dans le monde nous emmène déjà, si elle est utilisée jusqu'au bout de sa durée de vie, au-delà du budget 1,5. Donc, on peut aussi argumenter sur cette base que des nouveaux projets miniers ne seraient pas cohérents avec un objectif 1,5. Donc, il y a des informations comme ça qui peuvent être utiles dans la littérature scientifique. Il y a des actions en justice aussi en Norvège contre l'exploration du pétrole que Greenpeace mène qui sont aussi assez intéressantes dans l'articulation de ces objectifs et de ces arguments. Donc voilà, donc les enjeux à relier pour conclure. Les États, les villes, les régions, là je vais me lancer sur le calcul des villes dans ma prochaine recherche, ça peut être fait. Les entreprises, c'est un petit peu plus compliqué. Et au-delà de la réduction des gaz à effet de serre, ça peut être intéressant de relier ces enjeux d'équité à la réparation des dommages climatiques et à l'adaptation pour se prémunir des effets du changement climatique. Donc voilà, donc là normalement il devait y avoir les résultats du sondage, si jamais ça a marché, mais sinon je vous remercie et puis j'ai fini. Merci beaucoup. Je crois qu'on a eu 3 interventions.